Le président de la République a décidé d'accélérer la réforme territoriale. Un projet de réduction du nombre de régions a été présenté qui passerait de 22 à 14. Tel que présenté, il s'agit principalement de réduire les coûts liés au millefeuille administratif de la France. Mais peut-on réduire la réforme territoriale à une simple opération de simplification anti-gaspillage? Ce n'est pas l'analyse de Christian Saint-Étienne qui estime que cette réforme doit être fondée sur une véritable stratégie de redynamisation du tissu productif. Bonjour Christian Saint-Étienne. Alors, quels devraient être les facteurs déterminants et structurants qui devraient guider cette réforme territoriale? Alors, vous avez raison de dire que nous avons un vrai besoin de réduction de la dépense publique et que le millefeuille coûte cher. Mais ce n'est pas la réduction de la dépense qui doit guider la réforme. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une mutation du système économique mondial. Depuis une trentaine d'années, nous sommes dans la troisième révolution industrielle, qui est la révolution de l'économie entrepreneuriale. De quoi s'agit-il? Il y a eu trois révolutions industrielles, toutes les trois aux environs des années 80 de leur siècle, 1780, 1880, 1980. Depuis 1980, l'informatique est en train de transformer tous les systèmes de production et de distribution. C'est au cœur de la troisième révolution industrielle que nous vivons. Absolument. Et donc, ces systèmes totalement transformés modifient la capacité de gérer les finances. Par exemple, il n'y a plus de banque sans ordinateur, il n'y a plus de système de distribution de la musique sans ordinateur et Internet. Donc, on est dans un écosystème entrepreneurial au cœur duquel se trouve l'informatique et l'Internet qui modifient les rapports entre producteurs et consommateurs. Et si on doit réussir la réforme territoriale, on doit la réaliser dans le cadre de cette économie entrepreneuriale. Oui, alors j'ai bien compris. Nous vivons cette révolution industrielle. Toute réforme du territoire pour redynamiser le tissu productif doit tenir compte de cette révolution. Et dans votre esprit, les métropoles ont un rôle essentiel à jouer dans cette redistribution. Alors, comment se réalise cette économie entrepreneuriale? Elle se développe au sein de métropoles qui sont comme des bols dans lesquels il y a une soupe biologique qui est au fond le résultat de la rencontre des chercheurs, des entrepreneurs, des capitaux risqueurs, des ingénieurs de production, puisque la particularité de cet écosystème entrepreneurial qui se met en place, c'est la fin de la séparation entre produits et services. Aujourd'hui, les produits et les services font partie du même écosystème de services apportés au client final. Or, pour réaliser cette rencontre entre les chercheurs, les capitaux risqueurs, les entrepreneurs, il faut des endroits dans lesquels circule l'information et les capitaux. Et c'est à l'intérieur des métropoles. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de bien distinguer ce qu'on peut appeler la métropole moderne, c'est-à-dire la métropole qui, par son organisation physique d'abord, et puis par la politique fiscale, par la façon dont on fait travailler ensemble les universitaires, les centres de décision, les capitaux risqueurs, est au cœur de cette économie entrepreneuriale. Donc il faut distinguer la métropole moderne de ce qui ne serait qu'une grande ville, parce que par exemple, le Grand Paris potentiel, qui d'ailleurs n'existe pas puisqu'il n'est toujours pas organisé, nous n'avons pas l'équivalent du Grand Londres. Pour aujourd'hui, le Grand Paris n'est toujours qu'un concept. Eh bien, le Grand Paris... Et on a parlé de la région Île-de-France, on n'a pas parlé du Grand Paris. Voilà, et ce Grand Paris potentiel, il ne doit pas être là uniquement pour satisfaire les ambitions politiques et les égos des politiciens, il doit être là pour favoriser le développement des 7 ou 8 grappes de production identifiées par Christian Blanc dans son travail de la deuxième moitié des années 2000, quand il a réfléchi sur le Grand Paris. Vous avez en réalité 8 grappes de production dans la finance, dans les biotechnologies, dans le cinéma, dans les technologies numériques qui se développent sur le bassin parisien. Et le projet, c'est de les interconnecter et de favoriser par une politique fiscale adaptée l'interconnexion entre tous les acteurs de l'économie entrepreneuriale. Donc si on doit faire la réforme territoriale, eh bien, on doit commencer par identifier une métropole en menant une politique nationale de réforme de la fiscalité qui favorise évidemment cet écosystème entrepreneurial. Mais on doit identifier les grandes villes qui seront les métropoles
porteuse de cette économie entrepreneuriale. Alors, Donc, au cœur de chaque région, il doit y avoir une métropole moderne creusée de l'économie entrepreneuriale. Oui, alors si j'ai bien compris, vous voyez une structuration du territoire en 3 grands réseaux concentriques, avec un rôle essentiel de la métropole du Grand Paris. Voilà. En réalité, si on prend ces 3 réseaux, vous avez dans le premier niveau le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille. Des 3, le seul qui est en voie de création, c'est le Grand Lyon, grâce à l'excellent maire de Lyon. Par ailleurs, nous avons le Grand Marseille qui est en réflexion et le Grand Paris qui avance peu, puisque ce qu'on prépare, c'est simplement une demi-métropole centrée sur le logement, mais pas du tout un acteur stratégique au sens du Grand Londres. Mais néanmoins, donc ces 3, Grand Paris, Grand Lyon, Grand Marseille, devraient être au fond les divisions de combat de la France dans la globalisation. Derrière, on devrait avoir pour les 14 régions donc françaises, il y en aurait 11, puisque les 3 villes seraient les animatrices de 3 grandes régions. On aurait 11 métropoles avec 11 régions qui seraient organisées pour bénéficier du rôle de ces métropoles, sachant que le rôle de la région dans ce contexte, c'est de s'assurer que la création de valeur par la métropole est ensuite répartie sur l'ensemble du territoire de la région. La métropole parisienne, ce Grand Paris, elle est au centre de l'enjeu mondial de la stratégie française. Absolument. Vous avez en réalité actuellement au plan mondial 5 métropoles de la taille de Paris. Vous avez le Grand New York, le Grand Londres, le Grand Paris, Shanghai et Tokyo. Ce sont les 5 grandes métropoles mondiales qui rassemblent toutes les composante d'une économie entrepreneuriale compétitive, disposant de centres de pouvoir politique et de centres culturels et universitaires et d'un nombre de chercheurs. J'observe que sur le continent européen, il n'y a que 2 de ces métropoles, Londres et Paris. Voilà, et sur le continental, il n'y a que Paris, hein, puisque vous avez des grandes villes allemandes, italiennes ou espagnoles, mais aucune n'a toutes les fonctions conjointes du Grand Londres et du Grand Paris. Or, nous n'organisons pas le Grand Paris pour en faire le porte-drapeau de l'économie française. Nous sommes toujours dans cette fausse vision des années 50 où il faut redistribuer des villes vers les campagnes, sans comprendre que les villes... On est toujours dans la logique Paris et le désert français. Voilà, alors qu'en réalité, les villes sont aujourd'hui les moteurs des territoires. Et donc le choix pour la France, ce n'est pas de vider Paris pour remplir Carpentras, c'est de faire en sorte que Paris soit gagnant face à Londres, Munich, Milan, de telle sorte que les jeunes Français puissent trouver des emplois dans le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille, le Grand Toulouse, le Grand Bordeaux, plutôt que de devoir aller à Londres ou dans la Silicon Valley pour réaliser leur potentiel personnel. Alors on voit bien l'articulation dans votre pensée entre le rôle du Grand Paris et le rôle des autres grandes métropoles régionales. Quel est le rôle de ce 3e niveau, du 3e réseau? Alors, si vous prenez les 3 grandes métropoles de premier rang et la douzaine de métropoles de rang européen qui sont derrière pour mobiliser les 14 régions métropolitaines, ce que vous devez noter, c'est que notre territoire étant moins dense que celui de l'Allemagne ou des Pays-Bas, il y a une partie significative du territoire qui ne serait pas directement dans l'aire d'influence de ces 14 métropoles. Et donc, on a besoin de créer un réseau de coagulation des capacités d'action de ces territoires. Et on peut le faire en utilisant une cinquantaine de grandes villes régionales de l'ordre de 100 000 habitants, mais qu'on repenserait dans le cadre de l'économie entrepreneuriale en s'assurant que dans chacune de ces villes, il y ait des capacités de financement, d'analyse des propositions de recherche des universitaires, en musclant les pôles de compétitivité, s'assurer que dans chacune de ces villes, les capitaux risqueurs, les entrepreneurs et les chercheurs peuvent se retrouver. Il faudrait qu'il y ait dans chacune de ces villes des lieux où les chefs d'entreprise de 200 à 300 personnes dans les départements français qui s'interrogent sur leur avenir stratégique et celui de leur mix produit puissent trouver des gens qui les informent de tous les progrès dans la recherche et développement dans les secteurs où ils sont. Donc c'est une reconfiguration
de la France administrative et politique qui s'impose dans le cadre de la troisième révolution industrielle. Alors je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué en introduction, à savoir cette révolution technologique et industrielle autour d'Internet, autour de la microélectronique, ce que nous appelons l'économie. Où en est-on en France? Est-ce que vous avez le sentiment que la France saisit cette opportunité? Alors, la France a démontré dans les 5 dernières années qu'elle avait tout le potentiel intellectuel pour réussir dans l'économie. Ce qui est au cœur de l'économie, c'est les mathématiques, les logiciels, l'informatique, la French Touch qui permet de mixer produits et services dans des produits attrayants. Dans le dernier Consumer Show de Las Vegas, la France a démontré que dans les produits connectés, les objets connectés, elle était en front line, en première ligne avec les États-Unis et même parfois plus novatrice que les États-Unis. Simplement. Et plus novatrice que d'autres pays européens. Et bien sûr plus novatrice par exemple que l'Allemagne. Simplement, nous avons mis en œuvre une réforme fiscale dans la loi de finances 2013 votée à l'automne 2012 qui est une catastrophe puisqu'elle casse le développement de cet écosystème. Pourquoi? Parce que dans le développement de cet écosystème, on ne verse pas des salaires mirobolants, mais on donne des participations au développement de l'entreprise qui seront donc versées sous forme de plus-value. Or, comme la loi de finances a cassé le système de plus-value, on n'a pas les bénéfices de l'intelligence française. Donc il faut faire, comme je le propose ou comme le propose Philippe Aghion, se caler sur la réforme de la fiscalité du capital en Suède, par exemple, et de faire un taux unique à 30% sur toutes les formes de revenus du capital, que ce soit les dividendes, les intérêts, les plus-values. Et de fait, comme vous savez, on a essayé d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Mais si on doit le faire, il faut tenir compte de l'amortissement du capital. Et une fiscalité à 30% sur tous les revenus du capital revient à une fiscalité après amortissement du capital qui est de l'ordre de la fiscalité du travail. Donc nous avons besoin de cette réforme fiscale pour mobiliser l'intelligence française, non pas hors de France, mais en France, afin de nous donner les emplois dont nous avons besoin. Donc si je vous ai bien compris, une réforme fiscale pour remobiliser le pays, mais une réforme territoriale avec une vision stratégique et économique pour redistribuer le territoire et impulser le tissu productif français. Christian Saint-Etienne, je remercie. Merci.